Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Update lecture avec des textes plus ou moins connus, des grosses attentes, notamment pour les petits fans de McDowell. On va parler de l'amulette, mais aussi des choses chez des éditeurs plus petits ou même des textes qui sont peut-être passés inaperçus en grand format. Et je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer par quoi? On va commencer par le service presse, on va faire ça bien. Je vous présente Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne chez Pocket de Jérôme Leroy. J'ai pris ce texte tout simplement parce que ce texte se passe à Rouen. Exclusivement pour ça, pas forcément parce que c'est de la SF, donc ça c'est pas ce qui me plaît le plus, pas pour la couverture qui me tente pas vraiment, c'est exclusivement pour une question chauvine, voilà. Vous êtes donc à Rouen, on est en 2069, et on a une jeune fille qui est la fille, on va dire, un peu de la gouverneure du coin, c'est un système politique un peu compliqué, va être obligée d'assassiner quelqu'un, puisque dans ce monde, on a rétabli la peine de mort pour une raison assez expliquée dans le texte. Et donc on tire au hasard des citoyens pour tuer des gens. C'est le contraire de Hunger Games, c'est-à-dire qu'on ne va pas mourir, mais on va retirer la vie de quelqu'un, et ici quelqu'un qui a commis un crime très grave. Sauf que cette jeune fille, elle a absolument pas envie de mettre fin à la vie de quelqu'un, et qu'elle est dans un processus, elle a 17 ans, ça va lui bousiller sa vie, elle a une très mauvaise relation avec sa mère, et elle va faire la rencontre, du moins elle côtoie un jeune homme qui va bouleverser son destin. Alors, c'est un récit de science-fiction qui part du principe qu'il y a eu, donc en 2033-2043, une période extrêmement dure, et donc une société qui s'est reconstruite, notamment Paris est déserté d'une certaine manière. Rouen devient une très grande ville, on va dire, importante de cette société-ci. Le Portugal est une société qui vit en dehors de la France, et qui est un peu vue comme une zone du dehors, dans une société où il y a beaucoup d'interdits. On n'a pas le droit de manger des animaux, c'est interdit et tu peux aller être en prison pour ça. T'as pas le droit de fumer, il y a beaucoup de règles. Voilà, on est tout autour du vivant, c'est une société qui se veut une société, on va dire, utopique à la base, et qui va être prise en main par des dirigeants qui ont été traumatisés par la guerre dont je vous parlais. Et cette jeune femme, en fait, c'est une question de moralité, une question de fuite, une question sur l'adolescence. Alors pour tout vous dire, moi j'ai pris un grand plaisir de revenir sur Rouen, Darnétal, tout ça. Alors on parle de la forêt de Roumare. Le truc c'est que parfois géographiquement parlant, pourtant j'ai littéralement grandi à côté des lieux qui ont été cités. C'est pas très clair. Alors je me demande quand même si la personne elle a vécu vraiment dans la région rouennaise, parce que la forêt de Roumare, à mon sens, elle est de l'autre côté de Rouen que ce qu'elle est citée à un moment. Ça c'est du tatillonnage, voilà. On est sur une société qui est plutôt bien construite, voilà, avec une société qui se veut utopique, et ses problématiques, les problèmes de la guerre, le problème des dirigeants, donc ça c'est des questions, en fait le texte est très cliché dans un sens, c'est que c'est des questionnements qu'on a déjà vus dans des centaines d'autres textes de science-fiction. La question de la jeune fille qui va se retrouver, en fait, le point de vue intéressant, c'est cette question de mise à mort qui, ici, re-questionne nos sociétés qui sont primordiales aujourd'hui, parce que la peine de mort est redemandée, vous pouvez le voir avec les dernières affaires en France, voilà, alors que c'est un droit quand même assez important en France, et voilà, on s'est battu, beaucoup de gens se sont battus pour ça, et que c'est un peu un symbole aussi d'une démocratie et d'un pays où on ne tue pas des gens à tout va, mais c'est pas le sujet, mais le texte aborde ceci, voilà, donc voilà, c'est assez militant là-dedans. Le truc qui m'a un petit peu gênée, c'est que je trouve le texte assez cliché déjà dans ce qu'il raconte. Voilà, c'est rien de très surprenant. Les personnages, alors le seul truc que j'ai trouvé ça positif dans le texte, c'était que on a des modèles de personnages, à part notre personnage principal, qui ont été un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de santé, des enfants qui ont des respirateurs. Le garçon dont elle est amoureuse, lui, il est né sans œil droit, il me semble. Donc voilà, on est sur ces principes-là, mais on montre la beauté, on montre l'amour par-delà la beauté, par-delà les préjugés. Ça, c'est hyper chouette. Le truc, c'est que ce que je vais dire est un peu blessant, et c'est pour ça que l'auteur, je ne lui conseille pas de regarder la vidéo à partir de là, mais on sent que c'est un homme qui a écrit un portrait de jeune adolescente. C'est-à-dire que je trouve que les personnages sont pas très crédibles. C'est des personnages très clichés. Le médecin, la générale, le père qui a disparu, bon, elle a vendu son père d'une certaine manière quand elle était jeune, la culpabilité, c'est des choses que j'ai l'impression d'avoir déjà lues. Que moi, ça me met mal à l'aise quand un homme écrit des scènes de sexualité avec un personnage qu'il a décidé mineur, mais qui s'arrange à ce que la majorité soit de 16 ans. Donc t'étais en mode...
ok, je pense que dans une société évoluée, la majorité serait repoussée. Voilà, en France, c'est pas avancé. Donc déjà, voilà, pour des questions de crédibilité, mais surtout, moi, ça m'a mis mal à l'aise parce qu'en fait, il y a vachement de choses autour de la sexualité. Je voyais pas trop l'intérêt dans le texte, à part elle se libère, elle l'aime et tout est en mode, ouais, c'est pas trop le principe. Et moi, plus j'avance, plus je vieillis en tant que femme, plus je trouve que c'est un peu bizarre quand même d'être aussi penchée sur la sexualité là-dedans, alors que je pense qu'une autrice femme l'aurait pas forcément été. Et que là, alors, il n'y a rien d'explicite, mais ça revient beaucoup. La femme, objet de espoir en portant l'enfant et tous ces trucs, on a déjà ça chez Damasio. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, parce que je trouve que c'est quand même des clichés. Alors, oui, beaucoup de femmes souhaitent aspirer à avoir des enfants et tout, mais rentrer dans ce schéma-là, je trouve que ça incite quand même une certaine vision et obligation morale qu'on a, nous, en tant que femmes, voilà, aujourd'hui. Mais voilà, j'ai été très mal à l'aise avec le fait que le personnage a été sciemment choisi pour avoir 17 ans et d'avoir des descriptions de sexe. Voilà, moi je suis en mode, voilà, non, c'est pas possible. Pareil, on en a marre des personnages de 17 ans dont on suit les histoires. Je suis un peu dans un ras-le-bol de ça. C'est édité chez un éditeur Young Adult, je crois, en grand format. Donc pas étonnant en soi parce que c'est un personnage à l'adolescent, donc pour les adolescents et tout. Mais ça serait pour moi, c'est plus pour des ados qui ont 13-14 ans que pour des ados qui ont 16-17 ans. Puisque le monde n'est pas si terrible que ça. Bon, il y a de la violence et tout, mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on n'est pas sur une violence, on n'est pas non plus sur une violence qui choque les ados d'aujourd'hui. Donc voilà. Histoire originale au début, mais le développement très vu, très cliché, malaise vis-à-vis de la sexualité des personnages qui sont dans l'état mineur dans nos sociétés à nous. Personnage féminin, pas très très bien écrit, cliché de jeune femme, je trouve que le personnage manque de nuances quand même et répond à beaucoup de clichés. Et le syndrome du père à retrouver, de la mère horrible, sans être très très développé. On va parler de la crise migratoire, mais sans aller jusqu'au bout. Et pareil, en lisant beaucoup d'imaginaire sur les crises migratoires, sur l'exode et ce genre de choses, je trouve que c'est assez cliché. Bref, je suis pas la cible, par contre je pense que pour des ados qui ont 13-14 ans, ça peut très bien plaire, sachant qu'il y a des messages de société importants dedans. Ensuite, alors, pareil, deux récits jeunesse, voilà, j'étais dans une ambiance jeune, voilà, avec l'héritier des fées, donc d'Estelle Faye, chez Nathan. Alors l'héritier des fées, on me l'a offert et c'est un texte, moi j'aime beaucoup Estelle Faye, hein, je vous ai déjà parlé de ses textes, mais c'est aussi une personne que j'aime beaucoup dans ses prises de parole parce que c'est une des premières femmes en imaginaire à s'être exprimée en salon sur le sexisme ambiant sur les salons et tout, donc moi c'est une femme que je trouve hyper forte pour ça. Et j'avais envie de lire un petit peu de jeunesse parce que je crois que j'ai pas lu de jeunesse d'Estelle Faye, et là le sujet me plaisait beaucoup vu qu'on est sur les cathares et les fées. Deux thèmes qui me plaisent. On est donc dans cette période-ci, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Tristan, qui est le second fils du seigneur d'Arpagéac, né dans les Pyrénées. Et Tristan, il est né d'une mère faille. Donc il vit dans le château, il est pas avec les failles, du genre ils vivent pas avec eux, mais il est un peu à l'écart, il a un grand frère qui s'appelle Henrik, je crois, Amérique. Malheureusement pour lui, son frère, il part pour les croisades, puis il va se rebeller contre le roi de France et il disparaît. Et 4 ans après, il va partir à sa recherche. Il va sur son chemin, il va faire de la rencontre avec des personnages plus ou moins mystérieux, des personnages plus ou moins présents dans le folklore. Et c'est un texte donc, qui s'adresse à la jeunesse, à moins du 10 ans, voilà, notamment parce que c'est écrit très gros. Mais il faut le remettre dans le contexte de la jeunesse. Et là, je ne le traite pas du tout comme un récit adulte, qui a à cœur de parler des questions historiques de l'époque, notamment sur les questions religieuses, les questions d'histoire, les points de vue, sur pourquoi il y a eu des révoltes à cette époque-ci, pourquoi on a chassé les cathares et tout. Et l'histoire de ce jeune homme qui va rencontrer le peuple des Faé et va se retrouver prisonnier par cette question de vivre avec les siens ou vivre aussi avec les humains, voilà, d'une certaine manière. Et c'est assez... alors, j'ai trouvé ça assez intéressant de ce point de vue-là. J'ai du mal, on va dire, à parler de jeunesse parce que l'histoire, pour moi, est pas assez fouillée et tout. Mais c'est une quête. Et en fait, c'est un récit jeunesse que je trouve assez intéressant puisque c'est un récit qui est assez sans concession, qui va parler de la guerre, qui prend pas les enfants pour des personnes bêtes, voilà. On va leur enrichir le pourquoi du comment de cette situation en leur affrontant des thèmes de société durs. Et en même temps, la créature de la faille qui s'appelle les ZAD, les AD, je sais pas comment on le prononce,
est vraiment bien fait parce que c'est vraiment le symbole de la faerie comme je l'imagine. Voilà, cette créature à la fois hypnotisante, magnifique et terrifiante à la fois qui peut faire des choses assez cruelles. Et on va voir la figure du diable aussi dans le texte et où on va contrebalancer un petit peu la question de la religion et la réflexion sur la religion, sur le diable, la position du diable et sur les actes des hommes par rapport aux actes du diable qui est incarné ici. Et voilà, c'est un texte qui est assez intéressant. Alors comme je vous dis, c'est un texte qui se passe très vite. Ça manque du développement de personnages. On va même avoir des moments, des sauts dans le temps qui sont hyper rapides. J'ai trouvé ça très haché et rapide, mais ça, c'est souvent ce que je ressens dans les récits jeunesse, parce que les enfants, faut vraiment les faire aller vite, faut pas les faire décrocher, faut pas trop s'attarder. Et ça, c'est un récit de la vieillesse aussi, c'est un récit d'initiatique. Forcément, il y a des sauts dans le temps. C'est un récit, je veux pas vous parler de la fin, mais je trouve que la fin fait vraiment le cœur du récit et je trouve que pour des enfants, c'est assez cool de proposer ce genre de fin-ci, surtout avec les remerciements d'Estelle Faye à la fin qui donnent un éclairage sur le texte qui est très poétique et à la fois qu'on peut remettre en avant dans plein de guerres différentes. C'est de l'amour fraternel, c'est aussi le sentiment d'abandon, le sentiment d'exclusion et voilà les premiers émois qu'un adolescent peut ressentir. Et cette question de rébellion face au pouvoir, du pourquoi, du comment, ça questionne beaucoup de choses. Et la plume est, pour le coup, assez belle. C'est-à-dire que c'est de la littérature pour les enfants, mais ça doit être avec des phrases simples et construites. Il y a beaucoup de vocabulaire, c'est riche. Personnellement, j'aurais un enfant, je lui ferais lire voilà, ce genre de texte, parce que pour moi, c'est le genre de texte que je trouve vraiment bien pensé et riche. Il y a des petites enluminures, voilà, le côté médiéval qui est assez présent. Mais après, en soi, pour moi, en tant qu'adulte, il y avait trop de sauts dans le temps, tout était trop précipité, beaucoup de choses cachées. La violence, en fait, comme c'est un récit pour les gosses, elle est souvent mise de côté. Voilà, elle est décrite, rapportée, mais elle n'est pas vraiment vécue. Et quand elle est mise en avant, c'est pas une boucherie. Voilà, on reste sur quelque chose d'assez léger là-dessus. Mais je pense que si vous avez des enfants qui aiment l'histoire, que vous voulez faire apprendre de l'histoire, et notamment si vous êtes de ces régions-ci, ça permet d'aborder l'histoire sur un prisme un peu plus fantastique. Et la manière dont sont abordées les créatures sont des vraies failles, je trouve, et la façon dont c'est fait est assez bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce récit jeunesse. Et le personnage féminin dans le texte est très intéressant aussi. Un personnage de musicienne qui arpente les routes et sur pourquoi elle arpente les routes, sur aussi toute la situation vis-à-vis des morts, donc pas les morts vivants, hein, les morts M-A-U-R-E, donc les personnes... Donc c'est les personnes qui venaient de cette partie de l'Afrique à l'époque qu'on nommait ainsi. C'est assez riche et vraiment ça fait longtemps que j'ai lu un récit pour les enfants qui n'était pas trop enfantin. En fait ce texte il est enfantin sans l'être. C'est-à-dire qu'il est enfantin dans le fait d'écrire de cette manière-là, le fait de décrire les événements et tout, mais le fond et la forme est quand même assez adolescente parce que ça vraiment ça peut être du... Je sais pas Nathan combien ils l'ont pitché mais pour moi c'est du 10 ans quoi. Je pense que je suis pas très très bonne pour ça. Hein. Ensuite, alors, petit trigger warning sur ce livre. Lorraine, pas de chance, voilà, on va m'appeler comme ça. Caroline Blino, donc Caroline que je connais sur les salons parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années, m'a annoncé il y a quelques temps qu'elle allait être publiée chez un éditeur, donc Eldercraft, un éditeur qui commence à prendre de la place dans le milieu de l'imaginaire, donc qui était très contente, ça se passait super bien au niveau éditorial et tout. Et elle m'a dit, est-ce que ça te donne envie de le lire? J'ai dit oui, pas de problème, en plus le sujet me plaît, je connais assez peu son écriture, et j'accepte. Sauf que littéralement, c'est 2-3 jours après ou une semaine après, on apprend que Eldercraft utilise de l'IA beaucoup dans certaines de ses publications, alors je crois pas que ça soit dans celle-ci, et que Stéphane Marsan est dans le bazar. Donc à un moment, j'étais en mode... Ah c'est pas possible. Donc voilà, sachez-le, cette maison d'édition a quand même des casseroles au cul, et ça me fait chier pour Caroline, sincèrement, parce qu'elle, son travail éditorial, a priori, ça s'est bien passé, mais c'est surtout que moi, ça me fait chier pour les auteurs. Chrysopéa, c'est un texte qui est une œuvre sur l'époque de Shakespeare, sur l'époque du Golden Theatre. Vous suivez un jeune homme qui s'appelle Hélios, comme le dieu du soleil, et qui travaille dans la troupe de Shakespeare. Il aspire à devenir, vous savez, donc artiste. Il est très fasciné par cet homme très intelligent, dans un Londres, donc il y a le Golden Theatre et tout, tous les trucs historiques, qui est peuplé de failles, et en parallèle qui est géré par des gens qui veulent, dans le parti du pouvoir qui est mise en avant, chasser ces failles, les tuer, ce genre de choses. Hélios, lui, il vient des bas quartiers, Shakespeare il l'a un peu recueilli,
et sa vie va être bouleversée le jour où le Golden Theatre va être attaqué, qui va exploser, et Shakespeare mis, on va dire, dans une prison d'État. Et il va être recueilli par un... C'est les mages qui gèrent la ville, et ce mage-ci, c'est un peu une sorte de flic, voilà, assez important. Et il va lui dire qu'en fait, ils ont une magie en commun, et que c'est une magie très rare, et donc Hélios va être dans de ce bouillon de culture où on massacre des gens qu'il commence à apprécier, parce que les failles, les côtoient et tout, avec une politique en place très horrible, avec des élections en préparation, et lui qui va voir sa vie bouleversée, voilà. Et sa magie peut-être influer aussi sur ce qu'il est. C'est un texte qui mêle de façon très intéressante le théâtre, donc avec beaucoup de répliques de Shakespeare. Alors, à un moment, c'était un petit peu lourd pour moi de remettre des répliques de Shakespeare à tout va, mais il y a beaucoup de références à ça, les personnages sont intéressants, il y a beaucoup de nuances, de moralité et ce genre de choses, le côté politique avec les élections, moi j'ai beaucoup aimé, et tous les sujets sous-jacents sur... le traitement des gens qui ne font pas partie de l'élite, les traitements de la différence sur le fait de faire des génocides et tout ça, on est dans des thèmes actuels, donc c'était intéressant. Et il y a des interludes qui sont entrecoupés de passages un peu écrits comme du théâtre, et toute la partie avec la jeune fille aussi très étrange, qui est liée à cette explosion du Golden Theatre. Donc il y a des très bonnes choses là-dessus, l'histoire elle est palpitante, c'est fluide en termes d'écriture. L'univers il est assez dense mais pas trop compliqué à lire. Et il y a une figure un peu monstrueuse de créature qui est très chouette dans le texte. Et c'est vrai que la forme théâtrale à un moment, j'en avais un peu soupé parce que c'est pas forcément ce que je préfère le plus. J'ai décroché à des moments dans le texte, je sais pas si c'est pour moi des moments de déconcentration ou parce que je trouvais qu'il y avait des lenteurs. Et surtout, ce texte, en fait, c'est un tome 1 pour moi parce que c'est pas vraiment une fin, ce qui est proposé. Il est un peu trop centré sur des personnages jeunes. En fait, c'est Hélios, c'est drôle parce que il y a beaucoup de livres qui souffrent de ça. Il y a tellement de personnages intéressants autour et en fait c'est pas les personnages principaux, c'est lui. Et lui je l'ai pas trouvé si intéressant que ça, je l'ai trouvé assez cliché dans ses réactions, de plaintif, voilà, je me sens trahi et tout. Par contre le reste et notamment le flic, la manière dont la société fonctionne et notamment la nana qui se présente, hyper cool parce que les interludes en fait ça permet de rebalayer un petit peu le passé, de rebalayer cette magie. Donc pour moi en fait ce texte c'est un peu une introduction plus qu'un roman. Si le roman se tient, il y a une histoire, mais c'est beaucoup de choses où on pose le world building, on t'apprend comment ça fonctionne, et tu développes et ça développe pas assez au niveau récit épique. Voilà, ça m'a manqué un petit peu là-dessus. À la fois, pour moi, ça manquait de développement pour qu'on rentre dedans au niveau des créatures. Il y a beaucoup d'informations, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent pour un tome. Donc c'est assez frustrant. Et en même temps, on a envie d'en savoir plus et que j'espère qu'il va y avoir une suite parce que s'il n'y a pas de suite, je trouve qu'on reste un peu sur sa fin. Et pour le coup, il y a beaucoup de trahison. Alors il y a des petits clichés littéraires, mais ça reste un texte que j'ai beaucoup aimé dans la globalité. Si vous aimez pas le théâtre, je pense que ça peut être un petit peu compliqué. Mais si vous aimez Londres, les créatures, les revendications, les personnages un petit peu torturés dans des romans initiatiques. Alors je dirais pas que c'est un Fitz, mais Hélios c'est pas le personnage le plus agréable à suivre non plus. Et le côté mage corrompu, un peu mage décadent, mage manipulateur. C'est vrai que le côté politique m'intéressait plus que l'histoire d'Hélios malheureusement. À découvrir si vous aimez les récits un petit peu d'imaginaire londonien, parce qu'on n'a pas tellement que ça en France qui sont écrits par des Français. Mais vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture. Ensuite et enfin, je vous présente l'amulette. Alors je vais peut-être dire l'allumette parce que je me rends compte que je fourche un petit peu en ce moment. De notre cher McDowell, donc dans cette collection Blackwater, Cathy, Lune machin sous Babylone, voilà. On a pas mal de textes qui sont sortis. Alors, l'amulette, c'est le premier texte donc de notre cher auteur et premier texte plutôt sanguinolent. Moi je le mets dans... l'engrenage de Cathy. Si je devais le placer quelque part, on est dans l'engrenage de Cathy puisqu'il y a assez peu de surnaturel en soi. Il y a un objet surnaturel, mais il n'y a pas de créature et ce genre de choses, et c'est plus le destin, les meurtres, la tragédie dans une petite ville. Vous allez suivre une jeune femme, on est en Alabama en 1960, et comment s'appelle cette jeune femme ? Je ne sais plus. Jo, ça c'est la belle-mère, mais je ne sais plus la jeune femme. On suit Sarah. Sarah, elle a pas de chance, c'est-à-dire que l'homme qu'elle a épousé est parti très vite après son mariage au Vietnam. Il revient du Vietnam totalement
pas mort, mais dans un état compliqué, entourée de bandelettes. Elle a sur le dos sa belle-mère Jo, qui est un être infâme, détesté par tous, qui est horrible, qui fout rien de sa journée et qui n'attend que sa belle-fille ramène donc l'argent à la maison, puisque sa belle-fille travaille en usine. Et elle est horrible, genre elle est chez elle, elle lui fait même pas la bouffe, sa belle-fille, non, vraiment c'est un personnage affreux. Et Jo, un jour, lors d'une visite dans la maison, va confier une amulette à une femme qu'elle estime en partie responsable. Pas forcément la femme, mais le mari de cette femme, en partie responsable de l'état de son fils, puisque c'est cet homme qui a motivé un peu son fils pour partir au Vietnam, d'une certaine manière. Et de là va arriver que cette femme, voilà, va tuer son mari dans un incendie avec tous les enfants. C'est-à-dire les 5 enfants passent à la broche aussi. Et de là, l'allumette, en fait, à chaque fois qu'elle va tomber dans les mains de quelqu'un, va provoquer des choses horribles. Alors, très belle édition, c'est fait en France. Regardez pas trop les petits trucs derrière, parce qu'en fait, c'est tous les crimes qui sont faits, la manière dont ils sont commis. Crimes assez... intéressant parce qu'il y a un côté jouissif comme dans Cathy, vous savez, des trucs avec les cochons par exemple, je vous dis pas tout, mais des accidents de la vie qui font peur, qui sont sur une horreur presque domestique parfois, une horreur qui change parce que ça peut être autant du meurtre à pic à glace que de l'horreur plus ménagée. Et cette amulette que Sarah va vite se rendre compte qui est responsable et elle va essayer de la chercher à tout prix avec une très bonne chute, toujours avec McDowell. Moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà j'aime la plume de McDowell, moi je suis un peu... cette description de ville, en fait c'est un texte qui parle beaucoup de la société américaine de l'époque, dans ses travers, notamment sur les femmes qui ont dû reprendre, s'occuper des maris après la guerre, des relations interfamiliales, des gens horribles. Alors il y a pas mal de grossophobie dans le texte, hein. Jo est décrit comme une femme obèse et c'est qualificatif de cette personne est mauvaise, voilà, c'est assez présent ici, je tiens à le souligner. Il y a aussi pas mal de références à la place des gens qui ne sont pas blancs. Et voilà, on est sur une période un peu on est encore sur une période un peu ségrégationniste. Et donc on parle de ça et parfois il y a des propos, faut prendre un petit peu de recul, mais ça parle de cette société-ci. On a beaucoup de blancs ici qui sont assassinés, voilà, dans le truc. Et cette société, en fait, c'est aussi toute la société de l'industrie, de l'exploitation, voilà, le rapport à la guerre, en montrant les travers, en montrant le racisme aussi. Et voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, les personnages sont intéressants. Voilà, le début m'a plu, comment ça s'engranger, puis le côté meurtre plus ou moins dégueulasse à chaque fois, ça c'est cool. Le truc, c'est que je trouve que ce texte, et c'est pour ça que c'est son premier texte, je pense, il est assez scénaristiquement facile et très redondant. C'est-à-dire que tu comprends dès le premier meurtre qu'il y a un problème, et après tu sais où ça va, et c'est très redondant, répétitif, tu sais qu'il va y avoir des meurtres. Et donc en soi, je dis pas que c'est ennuyant, parce que voilà, c'est toujours réjouissant de voir comment ça se passe, et puis cette petite enquête avec les flics, qui va mourir, qui ne va pas mourir, comment c'est géré. Le truc, c'est que tu sais du moment que l'amulette elle est choisie, que les personnages ils vont pas survivre. Donc voilà, c'est assez intéressant avec une fin qui relève le truc en plus, mais voilà, facilité scénaristique qui, à mon sens, objectivement parlant, je lis McDowell pour la première fois, je peux trouver ça quand même un peu redondant, un peu facile. Voilà, pour moi c'est loin d'être le meilleur. Cathy est meilleure dans... Cathy, qui est quand même le plus ressemblant, est meilleure dans cette espèce... voilà, je pense que là, il a fait ses armes là-dedans, mais dans cette espèce de cruauté, de personnages affreux et tout, de manipulation, de course contre la montre. On retrouve beaucoup, je trouve, de thèmes de Cathy dans l'amulette. Blackwater est bien mieux réussi sur le côté familial, le traitement des relations familiales et surtout sur le côté surnaturel. Et Lune bleue sous Babylone, Lune froide sous Babylone, là est bien mieux en termes de policier, voilà, et de jeu avec l'horrifique. Là, en fait, on sait dès le début ce qui se passe, il n'y a pas de créature, voilà. Je pense que ce texte peut un petit peu décevoir là-dessus. Et les mécanismes sont lourds, par contre, c'est un vrai petit plaisir à lire. Moi, je l'ai bouffé en une journée, j'ai adoré, parce que j'aime bien la façon dont écrit McDowell, parce que c'est simple, c'est efficace, et en même temps, c'est un peu réjouissant, parce que c'est un peu cruel, c'est un peu dégueu, et qu'il y a des morts dedans, qui font partie des morts de clichés aussi. Je trouve que voilà, c'est quand même un hommage à toutes ces morts clichés qu'on a pu voir, ces morts très mécanisées, ces morts où vraiment la société des années 60, ça correspond bien. Et aussi la cruauté de ce qui se passe, c'est que le médaillon, il a été confié dans un souci de vengeance, et ça on le sait dès le début. Après, ça va
toucher des innocents, et voilà, pour le coup, ça tue des enfants aussi, hein, sachez-le, hein, donc, et des jeunes. Donc il y a pas des... Voilà, c'est assez cruel comme Cathy, il n'y a pas forcément de choses épargnées. On n'est pas sur Stephen King qui épargne la plupart du temps les enfants. Là, on est sur quelque chose où... Là, ça n'hésite pas. On n'est pas sur du Jurassic Park et autres où tout le monde meurt à part les enfants, mais voilà, il y a ce côté un peu morbide et sociétal qui est à découvrir quand même. Donc voilà, si vous avez aimé, pour moi, c'est pas mon préféré de Blackwater. Pour moi, Lune froide sous Babylone et Cathy sont les 2 meilleurs que j'ai pu lire. Et c'est quand même à lire parce qu'en plus, je trouve que quand on aime McDowell, on voit un petit peu les ficelles qu'il a tirées après dans son travail, voilà, sur les thèmes, parce qu'on retrouve beaucoup de thèmes en commun, et sur un personnage de Sarah qui est un personnage attachant, puisque c'est une bonne femme qui essaye de s'en tirer dans une situation familiale avec un mari qu'elle connaît pas vraiment, parce qu'en plus à l'époque on se mariait très vite, ça dénonce ça aussi, hein, qu'elle connaît pas vraiment, qu'elle va se retrouver avec cette charge, et puis surtout cette belle-mère infâme et manipulatrice et horrible, aussi sur la violence des femmes entre elles. Donc voilà. J'espère que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous avez des recommandations, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.